Les meetings aériens sont nés en même temps que l'art de voler. Le 1er décembre 1783, 10 jours après le premier vol de Pilâtre de Rosiers en montgolfière, le savant Jacques Charles s'envole à bord de son ballon à hydrogène des Tuileries devant 400 000 personnes. Aujourd'hui, certains meetings appartiennent au registre des grandes manifestations, tous genres confondus. C'est le cas de ce spectacle intitulé Le Temps des Hélices qui se tient chaque année non loin de Paris. C'est l'une des fêtes aériennes les plus courues au monde. Bienvenue à bord de Retour d'Expérience. La question du jour, à quoi servent les meetings aériens? Les meetings aériens, c'est fêtes qui rassemblent des avions, du public et qui sont des spectacles que partout dans le monde on apprécie. Il n'y a qu'à voir les chiffres, on en parlera tout à l'heure. Ici, on est à la Ferté-Alais, sur le plateau de Cerny-la Ferté-Alais, un aérodrome qui est devenu un aérodrome mythique puisque ici se tient tous les ans à la Pentecôte un des plus grands, un des plus beaux meetings aériens du monde, celui qui est organisé par une amicale, une association loi de 1901, l'amicale Jean-Baptiste Salis. Pour en parler, on va d'abord rencontrer celui qui préside cette amicale actuellement, Cyril Valande. C'est un passionné d'aviation et en plus c'est un enfant du pays. À la limite, il a littéralement grandi ici. Cyril, à quoi ça sert un meeting aérien comme celui-ci? Un meeting, ça sert déjà à démontrer tout ce qu'on peut présenter et le travail des bénévoles de l'association toute l'année. Ensuite, c'est montrer une histoire, faire partager au public toute l'histoire de l'aéronautique, qui est un peu le but de notre association. Et c'est un moment de... c'est une fête. C'est le plaisir pour nous de présenter des belles machines qui sont vivantes. Elles ne sont pas dans un musée, elles vivent et voilà, le meeting c'est ça. Voilà, quand j'étais petit, mes parents m'emmenaient sur le meeting. Jamais j'aurais pu imaginer un jour être à la direction de ce meeting, mais j'étais un petit garçon qui avait les yeux écarquillés. C'est un rêve d'enfant après qui se réalise. Il y a le rêve et puis après il y a la réalité. Il y a combien de membres de l'association ou assimilés qui travaillent sur ce meeting? Pour le meeting, on a à peu près 300 personnes, 300 bénévoles. On voit tout le côté festif, les pilotes, le show, mais derrière, il ne faut pas oublier toute l'équipe qui travaille. Et ça, déjà tout au long de l'année à préparer, puisqu'on démarre, on va dire, au mois de décembre, le travail de préparation. Et puis pendant la semaine du meeting, il y a un gros travail derrière qui est un peu moins visible, mais qui est là et essentiel, sinon il n'y aurait pas de meeting. C'est une organisation stupéfiante et unique. Mélangée à des centaines de professionnels dont l'amicale paye les services, des centaines de bénévoles vont passer la moitié de leur semaine au service de cette fête. Il faut tout faire, de la gestion de la billetterie et des parkings jusqu'à la cuisine et au sandwich. Ceux qui assument tout ce boulot, contrairement aux spectateurs, n'auront que quelques coups d'œil rapides à jeter au spectacle. Est-ce que c'est une association d'artistes ou de techniciens? C'est les deux. C'est des techniciens, des artistes, des forts caractères. Faut gérer tout un monde. Je crois que c'est comme dans toute association. On est de toute culture. C'est pas que des pilotes, que des gens de l'aviation. Et voilà, on représente aussi la société. Il y a de tout. Globalement, on va avoir 40 000 personnes qui vont défiler sur la plateforme, plus tous ceux qui ne peuvent pas monter, qui restent autour. Mais voilà, nous, le terrain est un terrain formidable, mais aussi limité un peu en capacité. Mais ça reste un champ d'aviation, un magnifique coffre à jouets. Et je crois qu'on a une chance exceptionnelle d'être ici. Certes, il y a les avions, mais derrière les avions, il y a les autorisations, les réglementations, qui imposent par exemple l'installation d'un véritable hôpital de campagne au cas où. Il y a le service d'ordre et tout ce qui va avec son commandement, ses communications, ses moyens et ses besoins techniques. Il y a l'accueil des participants, pilotes, équipages, mécaniciens, la gestion de leur gîte et de leur couvert pendant 3 jours. C'est une super production. Ça, c'est un avion. C'est une légende volante. Ça s'appelle un Curtiss P40. Et si je gagne au loto, c'est l'avion de collection que je m'offrirai. Les meetings aériens sont à base d'avions.
Qui dit avion dit pilote, qui dit avion dit également mécanicien, qui dit avion dit toute une infrastructure humaine et technique qu'il faut mettre en œuvre selon des principes, des procédures et selon des habitudes et des traditions qui sont d'autant plus rigoureuses que finalement elles font après tout partie de l'aviation normale dont le but est quand même de voler, mais de voler en sécurité. À la Ferté-Alais, au meeting de la Ferté-Alais, il y a ce personnage qui est le personnage pivotal d'un meeting aérien, on l'appelle le directeur de vol. Le directeur de vol de la Ferté-Alais s'appelle Michel Gindre. Dans la vie de tous les jours, il est pilote de ligne et dans la vie de tous les soirs, eh bien, il rêve d'avions comme celui-là. Dans une superproduction, il y a le ou les producteurs et ici c'est le rôle de l'amical. Et juste à côté, le réalisateur qu'on appelle aussi le metteur en scène. Ici c'est le rôle de Michel Gindre, juché avec ses collègues contrôleurs sur la tour d'où ils vont diriger les vols. Il va pas par mois, donc prochaine fois sur la piste. Michel, directeur des vols à la Ferté-Alais, à quoi ça sert un meeting aérien comme la Ferté-Alais ? Alors pour moi, un meeting aérien comme la Ferté-Alais, ça sert déjà premièrement à faire perdurer la tradition des meetings aériens qui date du début de l'aviation. Quand les gens ne savaient pas ce que c'était que des avions, il fallait leur faire découvrir et c'était quelque chose d'assez, comment dirais-je, spectaculaire, étonnant pour les gens. Aujourd'hui, l'aviation est devenue plus connue, j'allais dire, grâce à l'aviation commerciale, grâce aux médias qui en parlent régulièrement, mais ça reste quand même magique pour les gens. Et donc on essaye par les meetings aériens de leur faire partager notre passion à nous, on essaye de leur montrer la beauté de ces machines et leur dire venez, on va vous montrer et vous allez profiter de notre passion. Alors, dès le mois de novembre de l'année d'avant, eh bien, on prépare le meeting en essayant de trouver un thème, en essayant de trouver des nouvelles idées. Je ne suis pas tout seul, hein, on est 2 ou 3 à faire ça. Et, un de mes rôles consiste à trouver un programme, des idées pour faire un beau meeting et si possible un peu différent de l'année précédente. Ce que j'essaye de faire particulièrement à la Ferté, c'est de non pas montrer que des avions un par un, mais de monter des tableaux, on appelle ça des scénarios. Alors il faut faire le programme, il faut faire un timing, il faut que ce soit précis. Et puis en réalisation, c'est-à-dire à partir de aujourd'hui même, le vendredi, la veille, il y a des entraînements, il y a des répétitions, de telle manière à tout bien caler. Et à partir de demain, c'est-à-dire samedi et ensuite dimanche, eh bien, on présente notre show, notre spectacle. À partir de demain, je suis chef d'orchestre et il faut que l'orchestre joue tout le monde en symbiose, tout le monde ensemble et dans le respect de la réglementation et surtout de la sécurité. Maintenant, personnellement, pour finir, c'est pas frustrant quand on est pilote d'être là, ici, au lieu d'être là-haut en l'air ? Alors, c'est pas frustrant parce que c'est passionnant ce que je fais. Ce que je fais vraiment est passionnant. Mais c'est vrai que, voilà, on se dit que je serais bien là-haut avec les copains, etc. Le vendredi, c'est le jour préféré des acteurs. C'est le jour des répétitions et des dernières arrivées, pas encore de public, pas d'autre obligation que celle dictée par Gindre et son équipe. On prend ses marques, on retrouve les copains, qu'on regarde voler. Le meilleur moment, c'est à la fin de la journée, dans le calme et avec tout le temps de se faire plaisir. C'est un spectacle pour privilégier. On retrouve des avions perdus de vue, ou pour certains jamais vus, comme ce Lockheed Electra aux couleurs de celui d'Amelia Earhart en 1937. En l'air, c'est calme. Et ça permet pour les pilotes de se mettre en mémoire la géométrie du volume dans lequel ils vont évoluer lors du meeting. Allez, on vole. On vole pour aller identifier les axes, pour choisir les points de virage, pour vérifier l'emplacement du public.
Voilà, vendredi s'achève, Gindre est content, et demain, c'est samedi. Samedi matin, 9h, les accès sont ouverts. Le public arrive, Guten Tag. Guten Tag, et les pilotes font la queue pour émarger à l'entrée du briefing. Près d'une centaine d'aviateurs venus de partout en France et d'ailleurs en Europe vont, durant une grosse demi-heure, écouter le directeur de vol et noter ses consignes. Il y a les directives générales communes à tous les meetings et il y a les consignes propres au terrain de la Ferté et à la manifestation. Bonjour à tous, simplement pour vous dire un grand bonjour. On a une belle météo, un super plateau, toutes ces instructions. Voilà, je vous félicite d'avance, la sécurité aussi. Après le speech de bienvenue de Cyril, le président, Gindre va parler devant ceux qui vont voler, mais aussi devant des représentants des services officiels, de l'aviation civile, des diverses autorités. Ce briefing est un moment plein de formalisme incontournable. Une salle pleine de personnages de ce calibre n'est pas un public facile. La plupart de ces pilotes possèdent une énorme expérience. Mais voilà, pour bien voler en meeting, il faut être mis en confiance par une organisation efficace et par des directives claires. Voici l'axe Bravo, la piste et l'environnement de la Ferté-Alais. Dans l'espace de classe A. Le point écho que vous connaissez. Dehors, le public est déjà là et se balade autour des avions. Entre les avions qui vont voler et ceux qui restent en exposition statique, près de 200 appareils sont présents. D'habitude, l'accès aux aérodromes est réservé à ceux qui ont affaire aux avions et interdit au public. Alors qu'ici, on peut s'approcher de ces engins, aller toucher et pour certains, sensibles à la magie des machines qui garantissent évasion et aventure, c'est un moment vraiment différent. Il va nourrir les rêves et les imaginaires. Certains viennent même déguisés en tenues appropriées. Et pour beaucoup de visiteurs inspirés techniquement, la découverte des structures d'un Morane ou d'un Blériot des années 1910 est une découverte, celle que les aviateurs d'autrefois n'usurpaient pas le qualificatif de pionnier. Il en fallait pour voler là-dedans. Un Spitfire sans cornemuse, c'est comme un film sans bande-son. Et comme les vols n'ont lieu que l'après-midi, les équipages en profitent pour se faire admirer et aussi pour bichonner une dernière fois leur trésor volant. Car ces avions sont bien des trésors. Certains ont plus de 70 ou 80 ans. Ils sont d'une grande complexité et d'un raffinement mécanique qui pose problème, car aujourd'hui, on ne travaille plus vraiment comme autrefois, les mains dans la graisse et le métal, et l'esprit perdu dans des labyrinthes d'une ingénierie oubliée. Ceux qui font voler ces trésors sont des explorateurs, des détectives et même des aventuriers. Pour le public qui grossit au fil de la matinée, c'est la boîte à jouets grande ouverte. Il y a ceux qui savent parce qu'ils lisent, se cultivent et fouillent l'histoire. Il y a ceux qui sont sensibles à l'esthétique, aux odeurs mécaniques bizarres, aux formes et aux couleurs. Il y a ceux qui s'émerveillent de constater à quel point la recherche d'une certaine perfection dans le respect du temps passé peut aboutir à des objets d'une grande beauté. Et puis il y a les gamins. La puissance du rêve et de l'imagination est le moteur qui souvent fait avancer les enfants jusqu'à leur offrir plus tard une vie passionnante. Chez les pilotes, on sait cela. Un pilote, c'est souvent un gamin qui a su obéir à ses rêves.
Dans les hangars dorment les rares rescapés d'une histoire qui a bouleversé le monde du XXe siècle, telle l'unique forteresse volante d'Europe continentale. Pour contribuer à alimenter les imaginations venues de New York, 3 fantastiques chanteuses posent l'ambiance sonore. Avant même le premier vol de la journée, ils sont des milliers et des milliers à accepter de rêver éveillés pour embarquer dans une histoire aventureuse l'espace d'un jour. Encore un Curtiss. Celui-là est un monument historique qui appartient à l'histoire de France. C'est un Curtiss Hawk 75. C'est le seul avion français qui est combattu pendant la dernière guerre et qui est survécu à la dernière guerre et qui vole encore. D'ailleurs, si on peut ouvrir une souscription pour le faire rester en France et l'acquérir, c'est ouvert. On en reparlera. Ce Curtiss a été piloté hier soir pour la première fois par un personnage qui est un personnage important de cet endroit. C'est Baptiste Salis. Baptiste est le plus jeune fils de la dynastie des Salis. On peut parler de dynastie. La dynastie a commencé en matière aéronautique par le grand-père, Jean-Baptiste, qui a créé cet aérodrome dans les années 20 ou 30. Ensuite, il y a eu Jean, le père, qui a pris la suite et qui a littéralement lancé en France le mouvement de l'aviation de collection. Et puis, Baptiste fait partie des enfants de Jean qui sont tous pilotes. Et Baptiste lui-même, aujourd'hui, est un des moteurs principaux chez les jeunes gens, on va dire, du mouvement de préservation de cette histoire de l'aviation. Ce rarissime Bristol Fighter a été restauré à la perfection absolue en Nouvelle-Zélande, paradis des mécaniciens amoureux du passé. Baptiste, quand on est Salis, de père en fils ou de fils en père, je ne sais plus, un meeting aérien, ça veut dire quoi? C'est une des fois dans l'année où on peut communiquer et surtout communier avec le grand public. J'espère aussi que c'est une façon de créer des vocations. On a souvent des gens qui reviennent et qui nous disent moi quand j'étais petit j'ai vu les avions, ça m'a donné envie de devenir mécanicien, pilote. Donc je pense que ça tient aussi un rôle de connexion avec le grand public pour l'aviation d'une manière générale qui est magique. Je pense que ça fait rêver tout le monde. Pour ma part, c'est avant tout de l'histoire. Et puis par la suite, à force de travailler dessus, on s'intéresse à la mécanique qui peut être des fois assez extraordinaire ou qui était à la pointe de sa technologie à son apogée quand il est sorti. Quand on s'intéresse d'un peu plus près à ces machines, on est parfois stupéfait de l'intelligence, de la finesse, du niveau de brillance intellectuelle et manuelle également des gens qui fabriquaient ces engins. Est-ce que tu ressens ça également? Tout à fait. Je pense que à partir des années 30, point de vue agréabilité, en tout cas pour le pilotage, on a commencé à faire des avions qu'on n'a pas réussi à égaler jusqu'à aujourd'hui. Si on prend le Buick Meister, c'est typiquement un avion où on n'a pas fait mieux au point de vue agrément du pilotage en tout cas. Donc après on est rentré dans de la fiabilité, on est rentré sur de la technicité, voilà, pour pouvoir peut-être alléger les avions, les rendre plus performants. Mais pour la qualité du pilotage ou pour la simplicité de la construction, je pense qu'on n'a pas fait mieux. Par exemple, un engin comme ce Bristol Fighter qui a un côté un petit peu... c'est un peu Jurassic Park au niveau esthétique, mais d'un autre côté, c'est un avion d'une brillance extraordinaire. Il est de quelle année? Les avions qui sont sortis en 1917. Et donc, c'est des avions qui ont été tellement de bons avions qu'ils ont perduré dans une utilisation, on va dire, régulière jusque dans les années 30. Donc, ça montre que l'avancée qui était sortie en 1917 était toujours valable quand même presque 20 ans plus tard. Et alors, dans un rassemblement comme un meeting aérien comme celui-ci, finalement, on fait venir une fois de temps en temps toute une population d'avions, de pilotes, de mécaniciens, et ça devient une espèce de congrès. Oui, ou une grande messe ou kermesse. On a, depuis toujours, c'est un monde aseptique qui se rapproche à travers les différents continents et pays.
On retrouve souvent les mêmes personnes. Donc c'est devenu un peu une grande famille, en tout cas pour moi. Baptiste, est-ce que c'est un peu une fonction d'archéologue, c'est-à-dire une fonction presque scientifique au-delà du côté restauration, maintien du patrimoine? C'est évidemment une notion d'archéologie, hein, parce qu'on a certaines traces, il y a des écritures, mais on ne parlait pas forcément exactement la même langue. Je parle la langue technique, hein, évidemment. Donc il faut réapprendre à piloter ces machines qui ne sont pas gommées de leurs défauts, hein. Aujourd'hui, on a su faire des avions qui sont, on va dire, avec un standard. Aujourd'hui, à cette époque-là, le standard n'existait pas. Donc chaque avion a une petite spécificité, sans doute dans la marque qu'on pouvait retrouver. Et donc il y a un besoin de réapprendre pour le pilotage. Et puis pour la restauration, c'est complètement vrai dans le sens où on est obligé de gratter, de peaufiner, de trouver des reliques pour comprendre comment techniquement l'humain travaillait sur l'avion, ce qui faisait en fait la signature de chaque constructeur, pour réussir à le reconstruire et vraiment avec une notion d'identique. Au fond des hangars de la Ferté dorment des reliques, des bouts, des morceaux, qui autrefois ont été des avions et qui attendent de le redevenir. Et si on regarde de près ce qui constituait l'architecture, par exemple, d'un SPAD de 1918, on se demande si ça vaudrait pas le coup de devenir à son tour archéologue du ciel. Ça doit procurer d'immenses satisfactions. On a la chance aujourd'hui en France d'avoir une réglementation qui a un petit peu évolué, et donc notamment sur le meeting à la Ferté-Alais, le matin il y a des baptêmes de l'air qui sont proposés sur des avions antiques, on pourrait le dire, mais toute l'année il y a des sociétés comme Aero Vintage Academy ou Antoine à Biscarrosse qui proposent d'emmener quelqu'un qui rêve de faire du biplan, alors soit pour une simple balade, de la découverte de la voltige ou complètement apprendre à piloter à l'ancienne. Et donc le fait de retrouver ces manières de voler, ces manières d'agir, ces manières de penser, d'interfacer avec les avions, ça fait partie d'une culture maintenant. Ça fait partie d'une culture que les gens recherchent, hein, finalement, de retrouver quelque chose qui est plus aseptisé, qui est vraiment authentique avec toute cette histoire qui est derrière du ressenti qu'on peut avoir quand on vole sur ces vieilles machines, qui est extraordinaire et qui touche les gens. Puis Baptiste s'en va voler sur l'extraordinaire Bristol Fighter. Dans le monde entier, ils doivent être 7 ou 8 pilotes qui ont ce privilège. Marc Alna, un des plus grands pilotes de meeting de l'histoire, disait « Je suis souvent fauché, je roule dans un vieux taco, un vrai tas de tôle, mes copines perdent patience les unes après les autres, mais je vole avec des oiseaux que les anges eux-mêmes ne peuvent pas piloter. » Un chasseur russe, un chasseur soviétique, un Yakovlev. Un avion qui, couplé au pilote français du régiment Normandie-Niemen, a écrit la grande histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais aussi la grande histoire des armées françaises. On a donc un avion qui est une légende, et cette légende est racontée au public lors des meetings aériens. Et donc, entre le public et les acteurs que sont les avions, leurs pilotes et leurs histoires d'autrefois en particulier, eh bien, il y a une interface. Il y a quelqu'un qui fait la liaison, et ce quelqu'un, c'est le podium de commentaires. Alors bien sûr, il y a un commentateur, mais il y a aussi, ici, à la Ferté-Alais, il y a un magicien du son, quelqu'un qui est connu dans l'industrie du cinéma, c'est son métier de tous les jours. Il fait du son pour des films, pour des documentaires. Vous avez certainement vu des tas de ses productions, comme la série Apocalypse de Daniel Costel, par exemple. Eh bien, ce personnage s'appelle Gilbert Courtois, et il va nous parler un peu de la liaison entre le public et les avions.
Donc dans tout spectacle, il y a les acteurs, le matériel théâtral ou cinématographique et il y a le public. Et Gilbert, donc, le public, il est représenté par qui dans cette affaire ? C'est vrai que tu as raison de le dire, Bernard, c'est que s'il n'y avait pas de public, il n'y aurait pas d'aéronautique, il n'y aurait pas d'avions de collection et il n'y aurait pas ces associations. Ici, on ressent l'émotion du public. On le ressent, c'est quelque chose qui est très difficile à traduire, mais on palpe ça. Donc on essaie de transformer ici et de raconter autre chose que des passages d'avion. En voilà du son. Non mais le son, en réalité, c'est un choix. Moi qui travaille dans le cinéma, j'aime bien avoir une bande passante qui descend très bas, qui monte, où les choses c'est pur. Et puis honnêtement, les gens aujourd'hui sont équipés, ils ont des bonnes sonos chez eux, donc on ne peut pas faire ça comme on a vu dans des meetings il y a encore une dizaine d'années avec des haut-parleurs en ferraille, où il y a un son de casserole et puis on est plus agressé qu'autre chose. Donc non, on se donne les moyens ici d'avoir une sono confortable. Ce qu'on arrive à faire ici, en fait, c'est du cinéma, mais c'est quasiment des séquences avec des cascades en temps réel. Alors, bien sûr, on est ici chez le maître des lieux, qui est Jean Salis, qui a à son compteur, il doit dépasser les 220, 230 films. Donc on a affaire à un expert. Quand on regarde L'As des As, quand on regarde des films comme Indiana Jones ou Empire du Soleil, ce sont les avions de la Ferté-Alais. En fait, on refait exactement la même chose, mais en temps réel. Au fil des années, on a bien rodé nos séquences comme si on faisait du cinéma en temps réel, avec la seule différence, c'est que l'écran ici fait 900 mètres de large et que, en fait, c'est une bande de copains qui font ça pour le public. C'est un travail collectif aussi. Autant c'est vrai que moi je suis issu du cinéma, des documentaires aussi. J'ai la chance de travailler avec des gens qui s'intéressent à l'histoire. Alors l'histoire, quand on la voit à travers la télévision et des images d'archives, et quand on la voit ici, quand on voit un vrai Hurricane ou un vrai Spitfire, un P-51 Mustang, le cinéma il est là. Sauf que nous, on essaye de reconstituer ce qu'ont vécu les archives. Puis au tout début de l'après-midi, après déjeuner, tout se met en place. Le bénévolat de centaines de personnes, les briefings de Gindre, le travail des mécaniciens, les conducteurs scénarisés d'un Courtois, les compétences de pilotes comme Baptiste, tout cela aboutit au lever de rideau, ici effectué par l'aéronavale, passée et présente. Débute alors un extraordinaire spectacle en vraie grandeur. De vrais avions entrent en scène, mêlant parfois histoire et actualité. La passion des collectionneurs et des amateurs d'art aérien et le métier des aviateurs professionnels, civils ou militaires. On passe sans transition du Rafale d'aujourd'hui aux avions des années 1910, Morane H ou Caudron G3. On voit voler des pilotes hors du commun, des Obi-Wan Kenobi du ciel, qui savent tout faire voler, de l'avion de ligne à l'hélico le plus moderne jusqu'au Caudron G3, et qui sont d'authentiques magiciens. Si le bon Dieu voulait apprendre à piloter, c'est avec des maîtres de ce calibre qu'il lui faudrait le faire. Puis débutent les reconstitutions de Gindre, les reconstitutions scénarisées chères à Jean Salis et à Gilbert Courtois. Et ça commence par la Première Guerre mondiale. Une équipe d'artificiers va faire exploser sous les trajectoires des morceaux de pelouse et ça y est, on va se croire sur un plateau de Steven Spielberg, lui-même fils d'aviateur. Le Fokker triplant du Baron Rouge, Manfred von Richthofen, qui ressemblait assez à Michael Schumacher, vient raconter l'épopée personnelle de ce héros wagnérien.
Les vols s'enchaînent sur un planning réglé à la minute près. Mais derrière les rangs du public dans le village de Toile, d'autres passionnés obéissent à leurs envies culturelles. Ils viennent rencontrer des auteurs renommés de bandes dessinées, des historiens, des peintres dont les tableaux voyagent à travers la planète entière, des écrivains en charge de l'histoire du ciel. Oui, l'aviation est bien devenue une culture. Parmi les idées des scénaristes, celle de faire voler ensemble des Boeing d'hier, des PT-17 et un 737 d'aujourd'hui, sportivement amené par Air Post, compagnie aérienne qui aime les avions. Certains voltigeurs, adolescents volontairement prolongés, pilotent à la manière de sales gosses échappés d'une cour de récré. Pourtant, dans la vie de tous les jours, ces deux-là pilotent d'énormes longs courriers. Entrent en scène les monstres du métal hurlant. Deux Hawkers d'autrefois, un Sea Fury symbolisant l'ultime expression du chasseur à hélice, et son successeur, le fabuleux Hunter, le premier jet supersonique britannique. Puis, obéissant à la baguette du planning, se met en place la très complexe reconstitution de l'attaque de Pearl Harbor, le 7 décembre 1941. Tora. Une douzaine de T-6 vont symboliser les avions japonais attaquants. Un P-40 solitaire va les intercepter et les artificiers vont assourdir durablement les taupes habitant de l'autre côté de la piste. Piloter l'un des avions du scénario Pearl Harbor est un moment d'aviation très intense. Hollywood ne fait pas mieux. Changeons de registre. Les virtuoses champions du monde de voltige, les pilotes du cadre noir du pilotage, qui est l'équipe de voltige aérienne de l'armée de l'air, démontrent que voltiger est absolument un art. Et puis voltiger en planeur. Voltiger en planeur, c'est sans doute l'une des formes les plus pures dans l'art du pilotage. Énergie cinétique contre énergie potentielle et vice-versa à travers la mélodie tridimensionnelle des figures classiques.
Puis reviennent les trois filles de Manhattan, et elles dévident a cappella une des plus belles bandes sonores qu'on peut imaginer pour trois liners classiques et immaculés venus de Suisse. Dans les années 50, voler en DC-3 ou en Beech 18, ce n'était pas encore vraiment du transport aérien, mais plutôt du voyage aérien. Arrivent alors sur l'écran deux authentiques trésors venus de la Première Guerre mondiale. Le Bristol Fighter et son adversaire allemand d'alors, le Fokker D7, équipés du plus ancien moteur BMW connu dans le monde. On entre avec eux dans la grande archéologie aéronautique. On change de guerre mondiale, on saute à 1940. Le Gladiator, le dernier des biplans de combat, se montre pour la première fois en France. Il n'en existe que 2 dans le monde. Celui-ci a été reconstruit à Duxford en 10 ans et a nécessité une véritable fortune. C'est le prédécesseur du Hurricane. Mais aucun meeting n'est complet sans son Spitfire. Le plus célèbre des avions de l'histoire du XXe siècle, sans doute. Et aucun meeting n'est complet, évidemment, sans un Mustang, un P-51 que Steven Spielberg, encore lui, avait surnommé la Cadillac du ciel dans l'Empire du Soleil. Sortie des roues élégantes, formant le tonneau. Le Mustang avait des origines allemandes. Et l'art aéronautique contemporain doit beaucoup à l'ingénierie allemande. Et pour comprendre les Airbus d'aujourd'hui, il ne faut surtout pas oublier les Junkers 52 ou les Fuselaires d'autrefois. Allemand aussi, cet hélicoptère Volkov à rotor rigide, présenté cul par-dessus tête par un des très rares aviateurs au monde à pratiquer l'acrobatie en hélico. Le bonhomme est véritablement courageux, gonflé et adroit. Hélico pour hélico, on dit des équipages des bombardiers d'eau de la sécurité civile qu'ils sont parmi les personnages les plus respectés des Français. C'est en tout cas ce qu'affirment les sondages, et si c'est vrai, c'est un jugement totalement mérité. Puis Michel Jeanne fait s'ouvrir le dernier scénario guerrier de l'après-midi, celui de la guerre du Vietnam. L'après-midi touche à sa fin. Le temps est venu de présenter de grands moments de pilotage pur, en patrouille ou en solo. D'abord les aérostars anglais, gentlemen et amateurs éclairés. Sans doute la plus belle patrouille acrobatique civile européenne sur avion à hélice.
assaut du Rafale de l'armée de l'air, magistralement présenté par un martien, surnommé Tao chez les pilotes, une des plus belles présentations d'avions de combat qui soit. L'avion est vertigineux, mais le pilote est plus qu'à la hauteur. Et enfin, commenté par son ancien leader, lui-même fils d'un ancien leader, la Patrouille de France. Aussi, la patrouille va passer la formation. De tous les orchestres symphoniques du ciel, et sans chauvinisme aucun, celui-là est le plus complet, le plus classique et le plus imaginatif. Cinq heures de spectacle s'achèvent. Le silence retombe. Demain c'est dimanche, demain on recommence. C'est donc la fin de ce retour d'expérience consacré aux meetings aériens. À quoi servent les meetings ? Finalement, ils sont nécessaires à l'aviation. Ils le sont depuis le début de l'histoire de l'aviation, depuis 1907. Par exemple, la semaine de Reims, avec 1 million de spectateurs dans la plaine autour de Reims pour assister aux évolutions d'une dizaine de cages à poules pilotées par les héros d'autrefois. Aujourd'hui, on a toujours besoin des meetings aériens. On en a besoin parce qu'ils sont la seule passerelle réelle existant entre le grand public et l'aviation. Les aérodromes, aujourd'hui, il y a des pancartes partout avec marqué aérodrome, défense d'entrée. Ou alors, les terrasses d'Orly, si chères à Gilbert Bécaud, le dimanche à Orly, les terrasses sont désormais interdites, Vigipirate l'exige. Par conséquent, aujourd'hui, si vous voulez venir près des avions, il vous faut venir à un meeting aérien. C'est là que ça se passe, c'est là qu'on les voit, c'est là qu'on les renifle. Et donc c'est là qu'on peut passer cette magie, on peut la faire passer surtout en direction des jeunes qui parfois ont bien besoin d'un peu de magie. Voilà, c'est donc un endroit comme celui-ci qui est le théâtre de ce moment extraordinaire qui s'appelle un meeting aérien. S'il y en a près de chez vous, surtout allez-y, n'hésitez pas. Et puis tous les ans à la Pentecôte, c'est ici que ça se passe, à la Ferté-Alais.